La radiodiffusion française présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques, avec le concours aujourd'hui dans le rôle de Lorenzaccio, de François Robert. Mise en onde de Georges Godbert. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, je voudrais répondre à une lettre que j'ai reçue, lettre d'un auditeur qui suit d'une façon extrêmement attentive nos leçons. Et si je prends la peine de lui répondre au micro, c'est que la question qu'il pose est une question qui vous intéresse, vous autres, qui non seulement intéresse les auditeurs, mais intéresse les élèves. En effet, j'avais dit dans une des dernières leçons qu'il serait extrêmement profitable pour vous d'aller voir de grands acteurs et d'essayer de vous assimiler leur métier, d'essayer de les copier dans une certaine mesure, comme j'avais fait moi-même. Cet auditeur m'écrit en me posant la question et me disant « Est-ce que vraiment vous voulez faire de vos élèves des imitateurs ?» Je vois que je me suis mal fait comprendre, ou plutôt que je ne me suis pas assez expliqué sur ce point qui est un point délicat et un point extrêmement important. C'est pourquoi je prends la peine aujourd'hui de revenir sur cette question afin de l'éclaircir et de l'éclaircir d'une manière qui ne laisse place à aucune équivoque. Avant de commencer ces leçons, je me suis donné la peine d'écrire en avant-propos, que j'ai lu au micro. Je ne sais pas si vous l'avez entendu les uns ou les autres, peu importe. Je vais vous dire quelle était la substance de cet avant-propos. J'expliquais quelle était la nature de notre don. Et je disais que le don essentiel était un don d'identification au personnage. Et que par un phénomène curieux, ce qui semblait toujours au spectateur être notre soutien, c'est-à-dire le texte, était en réalité notre empêchement. Que tout le monde pouvait pousser un cri d'une façon juste, d'une façon intelligente, d'une façon sensible, mais que dès qu'un texte intervenait, et surtout un texte écrit, l'acteur se trouvait bridé. Il se trouve bridé dans la mesure où il ne possède pas un métier savant qui lui permet de vaincre la difficulté que représente l'articulation des mots, l'articulation d'une phrase et l'expression de son sentiment à travers une forme qu'il n'a pas créée lui-même. C'est pourquoi je vous demande toujours de faire au micro cet exercice, de faire votre texte vous-même pour retrouver votre intonation juste. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bridé ? Il se passe que vous vous sentez pris dans des liens que vous n'arrivez pas à rompre, justement par insuffisance de métier, par méconnaissance ou non-connaissance du métier. Quand au contraire vous vous obligez à aller voir un grand acteur et à imiter son métier, quelque chose vous est déjà fourni. Et ce que je vous demande en somme en l'imitant, c'est un assouplissement. Ça équivaut exactement à ce qu'est une leçon de gymnastique. Ça équivaudrait à aller voir des athlètes ou à aller voir un grand pianiste. J'ai remarqué moi-même, étant d'une famille de musiciens et moi-même ayant été une musicienne dans ma jeunesse, que quand j'allais voir un grand pianiste, je m'efforçais d'être sur l'estrade pour voir le fameux passage du pouce et du 4e doigt. Eh bien, c'est exactement ceci que je vous demande de faire. Quand on envoie des enfants, de jeunes élèves musiciens, voire de grands virtuoses, on n'imagine pas tout de même qu'ils vont les imiter. Mais on pense qu'en recherchant une analogie entre le métier parfait d'un grand artiste et le métier balbutiant d'un élève, on lui fournit une possibilité d'acquérir plus facilement, plus aisément, l'assouplissement dont il a besoin. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Ce que je dis n'est pas trop abstrait. Je ne dis pas du tout qu'il faut, quand vous travaillez pour vous-même, alors, quand vous prenez un texte qui sera votre texte, quand vous répéterez, essayez d'imiter, de vous approprier le métier du grand acteur que vous aurez été voir. Mais malgré tout, par le fait que vous vous serez contraint d'imiter cet acteur, et pour des jeunes femmes d'imiter des hommes, et pour des hommes d'imiter des femmes, vous aurez créé en vous un assouplissement qui vous servira au moment où vous aurez à exprimer votre sentiment à vous. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et non pas faire de vous des imitateurs. Est-ce que vous me comprenez bien ? J'espère que mon auditeur m'aura aussi bien compris. Alors maintenant, nous commençons la leçon. Nous reprenons donc le monologue de Lorenzaccio, l'acte 4, la scène 9. Alors, je rappelle la situation. Lorenzo a décidé de tuer Alexandre de Médicis. Le moment approche. Il est dans la chambre où le crime sera commis. Il se joue à lui-même, il se prépare pour lui-même une espèce de mise en scène. Et dans un état de fièvre, qui est un état obsessionnel, mais un état fiévreux, un état à la fois craintif, plein d'espoir, de regret, de remords, il se mime et il joue la scène.
Alors, voulez-vous reprendre rapidement? Aujourd'hui, c'est monsieur François Robert que nous entendons. Il reprend rapidement la partie de la scène que j'ai fait travailler dans le détail la dernière fois, et puis nous continuons. Je lui dirai que c'est un motif de pudeur, et j'emporterai la lumière. Cela se fait tous les jours. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari pour entrer dans la chambre nuptiale. Et Catherine passe pour très vertueuse. Pauvre fille, qu'il est sous le soleil si elle ne l'est pas. Que ma mère mourut de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. Patience, 1 heure est 1 heure. Et l'horloge vient de sonner. Si vous y tenez, cependant. Mais non, pourquoi? Emporte le flambeau si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Entrez donc. Chauffez-vous donc un peu. Oh, mon Dieu, oui. Pur caprice de jeune fille. Et quel motif de croire à ce meurtre? Cela pourra les étonner. Même Philippe. Eh bien, voyez-vous, vous avez tenu compte des observations que j'ai faites la dernière fois, votre camarade, du travail que nous avons fait. C'est très visible, c'est bien. Mais ce qui manque dans ce que vous faites, c'est la gravité. On ne sent pas l'importance de l'événement derrière ce que vous faites, comprenez-vous? Ça pourrait être simplement le fait qu'il tend un piège à quelqu'un pour lui jouer un mauvais tour, mais ça ne donne pas l'impression qu'un meurtre est derrière ça. Il faut par conséquent un sentiment tragique plus accentué, une beaucoup plus grande fièvre, et ne pas perdre le mouvement. Et à l'occasion justement de ce monologue, je vais pouvoir justifier encore ce que je vous disais, qu'une imitation est nécessaire, ou plutôt une gymnastique qui prend quelquefois les formes d'une imitation scolaire. C'est que les ruptures, les discontinuités du monologue, qui sont si frappantes, qui sont la marque du génie dans ce monologue, elles sont d'autant plus difficiles à exprimer qu'on est moins souple, qu'on a moins de métier, qu'on a moins de variété à sa disposition. Alors, il faudrait, pour très bien faire, mais c'est très difficile, que vous arriviez à éveiller rapidement en vous les différents états de sentiment, les différents états de sensibilité de ce morceau. Ce qu'il faudrait que vous travailliez alors chez vous, c'est que vous preniez conscience de ces discontinuités, parce qu'elles n'est pas assez marquée. Pas assez marquée non plus le moment où le dialogue intervient et où vous jouez à vous-même la scène, n'est-ce pas? Il y a une période de réflexion, une période de constatation matérielle, comme l'horloge sonne, et une partie de dialogue. Il faut que les 3 choses soient extrêmement nettes, que les différenciations soient violentes. Plus elles seront violentes, plus vous jouerez bien et plus vous serez fidèle au texte. Je vous disais dans ma leçon précédente, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il serait très amusant, et je vous engage à le faire tous, à comparer le monologue d'Hamlet au monologue de Lorenzo. Le monologue d'Hamlet c'est la suite d'une obsession, mais c'est une obsession qui prend la forme d'une rêverie, d'une réflexion, d'une question posée. Ceci, c'est un monologue en action. C'est ce qu'il a de si particulier, et c'est pourquoi le travailler pour vous peut être d'un si grand profit. Alors, vous allez reprendre tout de même une fois ceci. Je ne veux pas fatiguer l'auditeur en refaisant travailler ce que j'ai déjà fait travailler la dernière fois, mais pour votre profit, étant donné ce que je viens de vous dire là, voulez-vous reprendre en marquant d'une façon beaucoup plus vive la discontinuité, les parties de dialogue, absolument détachées du reste, et surtout la fièvre et l'importance de l'action qui vous jette dans cet état de trouble. Je lui dirai que c'est un motif de pudeur. Et j'emporterai la lumière. Bien. Cela se fait tous les jours. Bien. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari. Bien. Pour entrer dans la chambre nuptiale. Bien. Et Catherine passe pour très vertueuse. Bien. Pauvre fille, qu'il est si elle ne l'est pas. Bien. Sous le soleil. Que ma mère mourut de tout cela. Voilà ce qui pourrait arriver. Alors, dans la mesure où ceci est pour lui d'une gravité affreuse, la simplicité parfaite. Je reprends la phrase de M. Duflo, ne mettez pas de flamme sur flamme. Plus vous direz simplement les choses capitales, plus elles auront de l'importance. Que ma mère mourut de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Que ma mère mourut de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Bien. Ainsi donc, voilà qui est fait. Non,
Très simple. Incident, voilà qui est fait. Comme un maniaque, n'est-ce pas? Car il y a une espèce de manie dans tout ça. Incident, voilà qui est fait. Bien. Patience, 1 heure est 1 heure. Et l'horloge vient de sonner. Si vous y tenez, cependant. Mais non, pourquoi? Alors, le dialogue, là, tout à fait autre chose. Oui, si vous y tenez, cependant, mais non, pourquoi? Qu'on sente bien la différence, n'est-ce pas? D'autant plus que vous n'avez même pas le recours là, de l'action, que vous n'avez que ce merveilleux filtre qui est le micro, où aucune espèce de tricherie n'est permise. Alors, faites honneur au micro. Si vous y tenez, cependant. Mais non, pourquoi? On porte le flambeau, si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Bien. Entrez donc. Chauffez-vous donc un peu. Oh mon Dieu, oui. Pur caprice de jeune fille. Et quel motif de croire à ce meurtre? Cela pourrait les étonner. Même Philippe. Même Philippe. Plus vous ferez une chose singulière, plus vous ferez une chose qui est hors de toute espèce de raison, plus vous serez dans l'esprit du monologue. Alors qu'au contraire, dans le monologue d'Hamlet, tout est parfaitement raisonné, pesé, examiné. Alors que là, c'est au contraire une espèce de demi-démence, une espèce d'hallucination. Il faut le jouer exactement comme une scène d'hallucination. Mais quel motif de croire à ce meurtre? Cela pourra les étonner. Même Philippe. Bien, voilà une bonne intonation. Te voilà, toi. Face livide. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville? Alors là, tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Quel est le sentiment là? Dites-moi le sentiment là. Le sentiment est qu'il se rend compte que les gens qui sont avec lui ne feront rien. C'est ça. Ne feront C'est ça. rien. C'est le regret, toujours. C'est le regret, n'est-ce pas? Tout le rôle est plein d'une d'une espèce de mépris de l'humanité, de regret. Regret de la vertu, éloge de la vertu, désespoir du vice dans quoi il est entré. Et toujours ce sentiment qui va refaire, n'est-ce pas, qui va créer un exemple. Alors là, c'est le regret qui apparaît. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville. Reprenez. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville? Bien. Mais Pierre est un ambitieux. Et les Ruccelli seuls valent quelque chose. Bien. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Plus large, n'est-ce pas? Oui. On est là plus large. Sentiment tragique dans tout ça. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Reprenez-le. Bien large. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Bien. Sang du Christ. On se mettra demain aux fenêtres. Alors, voyez-vous, ici, il n'y a pas de discontinuité. Toute la phrase est logique. Elle est emportée dans un mouvement de tragédie et il faut aller jusqu'au bout. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. Ça, c'est la gloire de ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Oui. Et alors, voyez-vous ce que je vous disais, qu'il est bon quelquefois d'aller voir les grands acteurs et de prendre quelque chose de leur métier. Madame Sarah Bernhardt, qui a joué le rôle d'une façon absolument sublime, avait une espèce de procédé, en disant un procédé, évidemment au début ça n'a pas dû être ça, mais peu à peu c'était devenu la façon dont il imitait, et c'était son accentuation des consonnes et des dentales. Alors, elle disait, non, je n'emporterai pas la lumière, il se verra tuer. N'est-ce pas? Eh bien, si preniez l'habitude d'imiter Mme Sarah Bernhardt, au bout de 27 fois que vous l'auriez fait comme moi après le Barbu jouer les glands, vous auriez appris qu'il faut accentuer. Eh bien là, ça aurait du bon, n'est-ce pas? Quand je dis « il se verra tuer », eh bien, je n'imite pas Mme Sarah Bernhardt. Et pourtant, je prends quelque chose de son métier qui était une merveilleuse accentuation. Comprenez-vous? Oui. Voilà, les imitations du bon. Je dis ça pour mon auditeur récalcitrant. Allez-y. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Tandis que si vous dites « il se verra tuer », eh bien, ça a tout de même moins d'importance. Oui. Alors, vous voyez aussi l'importance de l'accentuation, là. Combien le fait d'attaquer vos consonnes. Et en vérité, ceci est logique. Ce n'est pas un procédé. Car si le mouvement est fort, si le sentiment est fort, vous ne pouvez pas le dire autrement. Si votre sentiment est fort, vous ne dites pas « il se verra tuer ».
Et si vous vous disputez avec un camarade en disant non, non, je te mettrai le nez dans ton mensonge, eh bien, vous accentuez. Oui. N'est-ce pas? Allez, Oui, faites un texte comme ça. Prenez quelqu'un parti là dans la salle, un de vos copains, et puis dites-lui donc, faites-lui un véritable reproche en lui disant tu vas voir ce qui va t'arriver, vous verrez que vous allez accentuer. Elle a un peu d'imagination en plus. Non, non, je suis sûr que je n'aurai pas peur, j'irai tout seul. Tu m'en empêcheras pas. Bien, mais c'est pas assez accentué. Non, oui, non. Oh, vous n'étiez pas assez en colère. Non, non, non. Vous ne vous mettez donc jamais en colère. C'est si agréable, non? Si, je me mets en colère. Ah, bon, bah allez-y. Qu'on vous voit très en colère. Ah, il veut pas? Et si je veux bien, Il veut madame. absolument pas. Il regarde Je le cherche micro ce qui avec pourrait des me yeux mettre en d'une colère. douceur extraordinaire. Si, je vais me mettre en colère, dites. Voilà. Au lieu de dire non, non, dites si. C'est assez- Oh, il veut pas. Il n'y a pas à dire. Ah, c'est pas que je veux pas, je veux bien, mais... Alors, est-ce qu'il faut que je vous plaise, vous aussi? Écoutez, notre art est tellement lié à la physiologie que M. Règne raconte que quand il avait à jouer des scènes violentes, avant d'entrer en scène, il faisait un 100 mètres dans les couloirs du théâtre français. C'est vous dire à quel point, en effet, c'est lié au mouvement du sang, n'est-ce pas? C'est pourquoi le fait de pouvoir facilement se mettre en colère, en général, est un signe qu'on est doué. Il est très très rare que les comédiens ne soient pas violents. Alors allez-y, mettez-vous un peu en colère, que je vous vois. Ou bien faites votre 100 mètres sur place, là. À l'instant, nous ferons la conversation. Allez. Si. Non. Allez, en colère. Non, tu ne feras pas avaler cette chose-là, je ne veux pas, c'est Eh ben, à la impossible. bonne heure, voyez-vous, comme ça, bientôt. Au fond, c'est la noblesse du texte qui vous gêne. Ben, ça m'est égal, Oui, si tu ne me feras pas avaler, l'important, c'est de le dire. Vous avez vu? Eh bien, maintenant, mettez le texte de Musset. Non, je n'emporterai pas la lumière. Il se verra tuer. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. Bien, beaucoup mieux, vous voyez. Vous n'avez pas dit j'irai, il se verra tuer. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. C'est pourtant agréable de se mettre en colère, mon Dieu. Non? Je suis seule à aimer ça ici. Ah, voyez, quelle unanimité. Allez. Allons, Lorenzo, un peu de colère. Non, je n'emporterai pas la lumière. Il se verra tuer. Bien. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. À la bonne heure. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé. Ah oui, c'est pas assez rapide. N'est-ce pas? Ce qui est intéressant dans l'hallucination et dans la fièvre, voyons, vous avez déjà eu 39 ou 40, n'est-ce pas? C'est la rapidité avec laquelle les images se chevauchent, se succèdent, l'une abolissant l'autre. Par conséquent, si vous ne moins vous prendrez de temps. Mais alors voilà où le métier intervient. Voilà où il faut, et l'art, quand je dis le métier, l'art, car c'est dans la mesure où les images naissent extrêmement rapidement en vous, non, les images et la sensibilité qui accompagnent ces images, que vous pouvez changer instantanément de ton. N'est-ce pas? Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelques codes de maille nouvelles. Changement de temps instantané. Non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. Bien. Pourvu qu'il n'ait pas inventé quelques nouvelles codes de maille. Pas assez parlé. Quelques cuirasses. Pourvu qu'il n'ait pas inventé quelques nouvelles codes de maille. Est-ce que je ne vais pas me trouver en présence d'un obstacle matériel que je n'ai pas prévu? Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelques codes de maille. Quelques nouvelles cuirasses. Quelques nouvelles cuirasses. Bien entendre le mot. Quelques nouvelles cuirasses. Bien. Maudite invention. Ah non, c'est pas parlé. Maudite invention. Bien. Maudite invention. Maudite invention. Non? Faites votre texte. Pourvu qu'il n'ait... Sacré nom d'une pipe. Pourvu Allez, qu'il- faites un texte. Mais égal s'il n'est pas noble. Je vous donne l'exemple. Pourvu Allez-y. qu'il n'ait pas fermé la porte. Bien. Ce serait une sale blague. Ben voilà, mais vous le dites timidement. Dites-le carrément. Les auditeurs savent pourquoi nous sommes là, ils ne vous en voudront pas. Allez-y, ça m'est égal la noblesse du texte. Dites de la façon la plus familière. Pourvu qu'il ne se soit pas mis 3 serviettes éponges sur le corps. Allez, ça c'est pas compliqué. Allez-y, dites. Pourvu qu'il ne se doute de rien. Pourvu qu'il ne se protège pas d'une cuirasse ou d'une crotte de maille. Bien, ben voyez-vous que Ça c'est serait bien mieux. ma peine. C'est mieux parce que vous avez dit qu'il ne se protège pas. Au lieu de dire le texte exactement de Musset, eh bien, allez-y maintenant, dites le texte. Vous avez entendu votre intonation? Oui. Bien. Elle n'était pas tout à fait assez parlée, parce que tout de même, vous ne l'avez pas entièrement inventé. Vous êtes bridé quand je vous demande d'inventer. Il faut en prendre l'habitude chez vous, parce que ça vous aide beaucoup, je vous assure. Alors, reprenez-le avec le texte de Musset, qui a l'air de moins vous gêner que votre texte à vous. Alors, dites le texte de Musset. Pourvu qu'il n'ait pas inventé quelques cuirasses nouvelles. Quelques codes de maille. Bien. Maudite invention. Maudite invention. Plus violent, tout ça. Maudite invention. Continuez.
Lutter contre le Dieu et le diable, cela n'est rien. Mais lutter Avec, contre des n'est-ce pas, petits morceaux de lutter avec ferraille... Dieu et le diable, ce n'est rien. Mais lutter avec des bouts de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Ah. Je passerai le second pour entrer. Voyez-vous la discontinuité, comme elle est profonde? C'est une succession d'images, ce monologue. L'image, c'est je me trouve en présence d'une armure. Et alors, qu'est-ce que je deviens? Et immédiatement après, je passerai le second. Et traduisez justement cette discontinuité, je reviens continuellement là-dessus, et j'emploie continuellement le même mot, parce que c'est la chose qui crée la singularité, et ce qu'il y a de presque unique dans le monologue, que nous avons vu repris maintenant par les surréalistes. Et alors, au maximum, vous n'avez pas lu l'Ulysse de Joyce? Non, madame. Eh bien, et l'Ulysse de Joyce, évidemment, ce n'est pas une lecture facile, mais enfin, si vous pouvez avoir un camarade qui l'a, vous l'avez lu, vous autres, oui, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous rappelez le fameux monologue de Madame Bloom, n'est-ce pas? C'est évidemment une suite de pensées, non pas qui semblent incohérentes, mais qui reproduit ce qu'est le mouvement de la rêverie. Mais c'est sans fièvre. Tandis qu'ici, il y a ce même mouvement, mais créé par la fièvre, c'est-à-dire créé par une discontinuité qui, malgré tout, a une raison d'être. Alors, ce que Joyce a cherché, c'est simplement le mouvement de la pensée, c'est-à-dire ce qui en est fait d'incohérent et d'anarchique, si on essaye de reproduire minutieusement la pensée de quelqu'un pendant même 3 minutes. Tandis qu'ici, ceci est commandé par une action qui l'épouvante, à laquelle il s'est acculé lui-même, et l'espèce de fièvre en voyant cette action approcher. Alors, tâchez de me traduire ça. C'est pas facile. Mais si j'ai choisi ce travail-là pour vous, c'est parce que je crois que c'est un travail extrêmement profitable, après un travail comme le travail d'Andromaque, qui est un texte cohérent, qui est un texte hiérarchisé, qui est un texte qui est une succession de magnifiques plaidoyers. J'ai pensé qu'il serait très intéressant de travailler un texte où, au contraire, nous sommes en présence d'un texte discontinu, d'un texte fiévreux, d'un texte où le mouvement de la pensée est un mouvement anarchique. Alors, pensez bien à tout ça, si je ne vous en dis pas trop à la fois, et essayez de me le traduire. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelques cuirasses nouvelles, quelques codes de mailles. Maudite invention. Lutter avec Dieu et le diable, cela n'est rien. Mais lutter avec des petits morceaux de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Je passerai le second pour entrer. Bien. Alors, voyez-vous, si vous le marquiez un peu plus, vous arriverez. Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui, madame. Vous le marquez un peu plus. Je passerai le second pour entrer. Tout à fait parlé, tout à fait familier. Oui. Mais lutter avec des bouts de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Je passerai le second pour entrer. Bien. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de dire Dieu et le diable, autrement que si vous disiez avec Pierre ou Paul. Oui. Il faut toujours interpréter les textes de la manière dont ils sont écrits. Cette pièce, qui est devenue une pièce classique, qui est absolument un chef-d'œuvre, est tout de même écrite à l'époque romantique où constamment on invoquait Dieu et le diable. À ce moment-là, on ne disait pas Dieu et le diable, on ne disait pas Pierre ou Paul, n'est-ce pas? Dieu ou le diable. N'ayez pas peur de le faire, n'est-ce pas? Ne pensez pas que vous allez tout à coup être démodé. N'essayez pas de jouer moderne, comme on dit maintenant. Vous jouez Musset, jouez Musset. Lutter avec Dieu et le diable, Bien. cela n'est rien. Oh, ce n'est rien. Oui. Lutter avec Dieu et le diable, cela n'est rien. Mais lutter avec des petits morceaux de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un Alors, armurier... voyez-vous l'épithète sale qui marque le mépris qu'il donne à tout ça, n'est-ce pas? Par la main sale d'un armurier. Allez bien au bout de votre intonation. Mais lutter contre des petits morceaux de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Bien. Je passerai le second pour entrer. Bien. Il posera son épée là. Ou là, oui, sur le canapé. Bien. Quant à l'affaire de rouler le baudrier autour de la garde, cela est aisé. Bien. S'il lui prenait la fantaisie de se coucher, Bien. voilà où serait le vrai moyen. Voilà où sera le vrai moyen. Tout à coup, il trouve, n'est-ce pas? Il voit la scène. Une espèce de joie effrayante. S'il lui prenait la fantaisie de se coucher, voilà où serait le vrai moyen. Bien. Couché, assis ou debout. Bien. Assis plutôt. Bien. Voyez-vous, tout ça est juste. Je commencerai par sortir. Sconcolo est enfermé dans le cabinet. À partir du moment où vous entrez dans le détail, et où il dit, il posera l'épée là, je passerai le second pour entrer, il posera son épée là, où là, c'est l'imagination de la scène, l'imagination absolument concrète de la scène. Par conséquent, c'est absolument parlé.
Tout ça doit être extrêmement parlé, extrêmement articulé. Et logique, là. Oui. Logique dans l'hallucination, dans cette espèce de fièvre folle. Et alors, vous arrivez jusqu'au moment où il dit nous arrivons, nous venons, nous suivons. Ah, je ne voudrais pourtant pas qu'il tourne à le dos. Pas. Voulez-vous reprendre? Oui. S'il lui prenait la fantaisie de se coucher. Voilà où serait le vrai moyen. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, ça serait parfait. Oui. Toujours cette espèce de fièvre qui est là derrière. S'il lui prenait la fantaisie de se coucher. Voilà où serait le vrai moyen. Bien. Couché, assis ou debout. Bien. Assis plutôt. Bien. Je commencerai par sortir. Bien. Scoronconcolo est enfermé dans le cabinet. Non, ça va être enfermé Oui. dans le cabinet. Oui, C'est bien, je Scoronconcolo. commencerai par sortir. Scoronconcolo est enfermé dans le cabinet. Alors nous venons. Ah, je ne voudrais pourtant pas qu'il tourne à le dos. Alors vous voyez bien ce que vous avez à faire pour votre travail. J'insiste sur le fait que vous travaillez votre accentuation et votre articulation. Parce que vous avez de la justesse. Vous avez une facilité d'éveiller vos sentiments, mais vous êtes gêné d'abord parce que vous êtes timide, que vous êtes bridé, et ensuite parce que vous n'avez pas ce métier d'articulation et d'accentuation qui vous permet tout de même de mettre en valeur les phrases et les propositions qui sont capitales dans le texte. Et alors, n'hésitez pas à aller voir les comédiens que vous aimez, dont vous pensez qu'ils jouent bien la comédie, parce que je reviens toujours sur cette question qui me chiffonne. Et à ce propos, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à travailler, M. Le Bargy refusait absolument de me faire travailler. Il avait son cours au conservatoire, il trouvait inutile d'en faire un autre à la maison, je l'ai compris. Et alors, il m'avait conseillé d'aller voir une actrice qui vivait encore à ce moment-là, qui s'appelait Madame Favart. Madame Favart, moi je vous parle d'il y a 48 ans, était une actrice qui avait été extrêmement célèbre dans son temps, et qui avait joué très bien On ne badine pas avec l'amour. Comme On ne badine pas avec l'amour est le premier rôle que j'avais osé jouer sur un théâtre, le Bargy m'avait dit « Allez, va donc voir Madame Favart, tu l'entendras jouer On ne badine pas avec l'amour ». Alors Madame Favart était à ce moment-là une dame qui avait environ 70 ans. Elle était pleine de pompe et de componction, mais très gentille. Et elle m'avait dit « Mais bien sûr, si Monsieur le Bargy le désire, vous allez me donner la réplique et je vais vous montrer comment je joue On ne badine pas avec l'amour ». Et j'ai été épouvantée de ce que j'ai entendu. Elle jouait comme on jouait sous Louis-Philippe, enfin je ne peux pas vous dire, c'était que j'étais. Elle avait néanmoins eu un grand succès. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai dit quel drôle de conseil tu m'as donné. Elle jouait On ne badine pas avec l'amour d'une façon épouvantable. Il m'a dit ça ne fait rien, retourne-y et habitue-toi à jouer comme elle. Assouplis-toi. Quand tu te seras contraint à faire ce qui est le contraire de ta nature, tu n'auras pas perdu ton temps. Je l'ai fait. J'ai appris à jouer On ne badine pas avec l'amour comme Madame Favart, c'est-à-dire en prononçant les mots comme ça, de façon à avoir l'air très comme il faut. Eh bien, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne l'ai pas regretté. Je ne vous conseille pas d'en faire autant. D'abord, Madame Favart n'existe plus. Mais quand vous voyez un mauvais comédien, vous pouvez aussi l'imiter, vous ne perdrez pas votre temps. Et maintenant, je crois avoir amplement répondu à mon auditeur récalcitrant. La radiodiffusion française présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Avec le concours aujourd'hui dans le rôle de Lorenzaccio de Jean Gilibert. La réplique de Philippe est donnée par Pierre Deroire. Mise en onde de Georges Godebert. Alors, nous continuons notre étude de Lorenzaccio aujourd'hui. Nous allons examiner la scène de l'acte 3, la scène 3. C'est celle dans laquelle Lorenzo de Médicis, qui a décidé de tuer Alexandre, se confesse à Philippe Strozzi, qui est un des principaux conjurés et un des hommes dont la vertu est la plus marquante à Florence. Il éprouve le besoin de se confier à lui parce qu'ayant toujours été un garçon extrêmement vertueux,
avant le moment où il a décidé de se faussement débaucher pour approcher Alexandre, il tient à se justifier vis-à-vis de cet homme pour lequel il a autant d'admiration que d'affection. Vous allez entendre M. Derouard dans le rôle de Philippe, dans la réplique de Philippe, et M. Gilibert dans le rôle de Lorenzo. M. Gilibert appartient au groupe de la Sorbonne qui nous a donné 2 admirables représentations des Perses et d'Agamemnon. Je suis particulièrement heureuse de le faire travailler aujourd'hui. Alors, voulez-vous commencer, s'il vous plaît, messieurs? Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobe est sur ses filles. Eh bien, Lorenzo. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 années de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais comment je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible. Je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce cela ce qu'on éprouve quand on devient amoureux? J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant je crois rêver. Et moi aussi. J'étais heureuse alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône. Et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue. Si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran, quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Bien, eh bien, nous allons examiner ce morceau. C'est bien, M. Gilibert. Vous avez très bien compris. Le mouvement général est bon. Vous avez par moments laissé tomber un peu votre mouvement. Mais enfin, toutes les intentions sont justes. Il y a pourtant des nuances qu'il faut que nous introduisions là-dedans pour arriver vraiment exactement à traduire les intentions du poète. La première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que le récit que fait Lorenzo à Philippe est le récit d'un fait passé. N'est-ce pas? Ça vous a frappé, n'est-ce pas? Par conséquent, il faut que vous traduisiez à la fois l'exaltation du moment, comme vous l'avez fait, mais avec cette nuance d'une chose écoulée, et écoulée déjà depuis un certain temps. D'autre part, il y a une autre nuance qu'il faut introduire aussi. Toute la scène est la scène d'un homme là. C'est la confession d'un homme là et d'un homme qui doute. Vous allez le voir, vous avez vu dans la suite du texte. Il faut par conséquent que cette, je ne dirais pas cette désaffection de l'acte qu'il veut commettre, soit déjà sensible, mais malgré tout, elle existe. Il doute de ce qu'il a voulu faire, il ne s'explique pas comment cette chose est née en lui, il assimile à la naissance de l'amour, ce qui est une nuance de plus et une indication de plus pour la façon dont vous devez jouer votre morceau, c'est-à-dire une exaltation qui est une exaltation romanesque. C'est tout de même un très jeune homme qui s'est engagé dans une action immense, mais qui tout de même l'accomplit dans un moment d'exaltation poétique. Alors, je voudrais que vous traduisiez ce regret qui court sous ce qu'il fait, et aussi cette distance entre ce qui est arrivé et lui. Je trouve que la façon dont vous le dites est un peu comme si ça arrivait au moment même. Est-ce que je me fais comprendre? Ça donnera du lointain, c'est ça que je voudrais voir dans votre interprétation. Quelque chose, une espèce de distance entre ce qui est arrivé et vous. Et dans la distance, dans le temps écoulé, entre le moment où vous avez fait ce rêve et le moment où vous êtes sur le point de l'exécuter, sont arrivées une suite de désaffection, de tristesse, de mélancolie, de constatation de la, je ne peux pas dire de la méchanceté de la nature humaine, mais de la pauvreté de la nature humaine, qui font qu'il se blâme presque lui-même de ce qu'il a résolu de faire. Ça n'est pas simple, ce que je vous demande, mais vous pouvez le traduire, et c'est très important parce que c'est tout de même la nuance du rôle. Reprenez, vous allez voir. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. Bien. J'ai
cru à la vertu, à la grandeur humaine. C'est ça, plus simple, n'est-ce pas? Et avec des accents arrêtés. J'ai cru à la vertu, Bien, à la grandeur humaine, bien, comme un martyr croit à son Dieu. bien. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles. Eh bien, Lorenzo, Ma jeunesse a été pure comme l'or. Bien. Pendant 20 ans de silence, Alors, voyez-vous, là, augmentez votre mouvement, n'est-ce pas? Ma jeunesse a été pure comme l'or. Parlez-le bien, n'est-ce pas? Vous dites, ma jeunesse a été pure comme l'or. Il traîne une sorte d'accent mélopéen. Au contraire, je voudrais quelque chose de très arrêté. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant, et voyez-vous, je monte pour l'attaque. ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car, tout à coup, une nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée. Et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. Voyez-vous, c'est trop présent. C'est trop dans le temps présent. C'est très bien, toutes vos intonations sont justes, toute l'intention est exacte, mais je voudrais que vous arriviez à créer cette distance et cette mélancolie qui ajoute à la distance qu'il y a entre le moment où ceci a été éprouvé et les déceptions, les désillusions, les éclaircissements affreux que lui a donné la vie. Entre ce moment-là et le moment où il fait la relation de l'événement. Et surtout, je voudrais que tout ceci soit très simple et très parlé. Plus vous arriverez à l'accent parlé, à l'accent simple, plus la chose sera impressionnante. Il se trouve que la prose de Musset étant une prose extrêmement belle et poétique, par moments, elle porte la marque du temps. Enfin, il y a par moments, ce léger coefficient du romantisme, mais tout de même, en général, ce coefficient est absent. Alors, je voudrais que vous arriviez, même quand il existe, à ne pas en tenir compte et à jouer ça extrêmement parlé. Les sentiments sont forts. L'expression est toujours belle, elle est toujours puissante. Vous n'avez absolument pas, vous, à ajouter là-dessus de la force. Au contraire, il faut que vous arriviez à contracter le sentiment, à le rendre le plus simple possible. Plus vous jouerez simple, plus ce sera impressionnant. Alors reprenez-le et avec une volonté de bien le parler. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Bien. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre, car tout à coup, une nuit que j'étais dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Alors voyez-vous, quand le je ne sais pourquoi n'est pas une question à lui-même. Je ne sais pourquoi, je me levais. Voyez-vous. Et voyez comme tout ça est parlé, comme tout ça est net, arrêté, tous les accents arrêtés. Mais pourtant, ça n'est pas, comprenez-vous, ce n'est pas le présent. Si c'était une chose dans le présent, je le jouerais d'une autre manière, avec plus de voix, avec tout de même un pathétique plus présent. Il faut que vous, tout le temps, créez la distance, la mélancolie. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez le reprendre comme ça, phrase par phrase, une ou deux fois. Quand vous aurez fait ce travail, il crée en vous la double mémoire auditive et affective que je vous demande toujours à tous, vous le reprendrez. Mais jusqu'ici, je voudrais que vous fassiez un travail qui est ennuyeux, qui est irritant pour vous, mais qu'il faut que vous fassiez. C'est un travail, phrase par phrase, presque mécanique. Je voudrais que, pour un instant, vous oubliez le sentiment et que vous ne fassiez qu'un travail de métier, qui est celui que je vous demande là, c'est de traduire tous les sentiments que vous avez à traduire d'une façon absolument arrêtée et, je ne dirais pas prosaïque, mais rigoureusement dure, sans aucune espèce de musique. Et puis alors, après, nous verrons ce que nous pouvons faire. Et pour le moment, je vous demande une chose qui est simplement une chose de métier. C'est-à-dire, ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine, et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre, car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levais. Voyez-vous, tout ça, tout à fait arrêté, tout à fait simple, tout à fait parlé. Comme vous joueriez la prose la plus ordinaire. Après, nous introduirons le pathétique qui est nécessaire et que vous aurez tout à fait facilement, que vous avez en vous d'une façon naturelle. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Bien. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Bien. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre.
N'oubliez pas vos consonnes. Et il faut que je L'étincelle du sois tonnerre. réellement une étincelle du tonnerre. Car une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée. De rosée, n'est-ce pas? Là, le sens n'est pas arrêté. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. Bien. J'étais un étudiant paisible, et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. C'est tout à fait parlé, n'est-ce pas? Une parenthèse absolument parlée, familière même, non seulement parlée, mais familière. J'étais un étudiant paisible, je ne m'occupais alors que des arts et des sciences, et je ne sais comment dire, comment c'est étrange. Serment s'est fait en moi. Et alors, voyez-vous, où l'art intervient, c'est que peu à peu, l'état de sentiment qui va vous conduire à cette phrase admirable, peut-être est-ce là ce qu'on éprouve lorsqu'on devient amoureux, doit déjà colorer la fin de votre autre phrase. Vous avez vu ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et alors là, vous passez d'un sentiment à un autre, sans hiatus, et d'une façon tout à fait douce et explicable psychologiquement, puisqu'à partir du moment où il se pose la question, la réponse déjà surgit, et il glisse, presque sans le savoir et sans le vouloir, n'est-ce pas? Je ne sais comment cet étrange serment s'est fait en moi. C'est là sans doute ce qu'on éprouve lorsqu'on devient amoureux. Voyez? Alors, voulez-vous mécaniquement le faire et après, vous allez reprendre tout votre morceau et le faire dans le sentiment. J'étais alors un étudiant paisible. Bien. Je ne m'occupais que des arts et des sciences. Et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on ressent quand on devient amoureux. Ah, c'est beaucoup mieux, c'est très bien. Voulez-vous maintenant reprendre depuis le début? Est-ce que vous vous rappelez bien, au point de vue du rythme et au point de vue de l'attaque des consonnes, ce que je vous ai fait faire là, mécaniquement? Bien. Tâchez de me rappeler. Bien, bien. Eh bien, alors nous allons voir si vous pouvez maintenant le faire passer dans votre émotion. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. Non, voyez-vous, vous retombez dans votre ancienne intonation. Ah, c'est difficile, c'est difficile. L'art est long et la vie est courte, a dit Goethe, et c'est bien vrai. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. Est-ce que vous voyez mon intonation? Elle est toujours la même. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. Et vous voyez, elle est pleine de regrets. Constatation, regret. C'est un procès-verbal désespéré, cette scène. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. Bien, ça y est. J'ai cru à la vertu, Bien. à la grandeur humaine, Bien. comme un martyr croit à son Dieu. Ah ben c'est très bien, vous y êtes. Je versais plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles. Bien. Eh bien, Lorenzo, Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Bien. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car, tout à coup, Bien. une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai. Bien. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée. Et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. Un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. C'est comme pur comme l'or. Bien le détaché, n'est-ce pas? Et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. Bien. J'étais alors un étudiant paisible. Je ne m'occupais que des arts et des sciences. Non, non, là, ce n'est pas juste là. Alors ça n'est pas juste, l'accent n'est pas juste. Faites votre texte. Moi, je préparais les coefforts avec mes camarades, avec les coefforts, avec mes camarades à la Sorbonne, tout ça se passait très tranquillement. On n'imaginait jamais que j'allais mettre dans la tête d'aller tuer Dieu sait qui. Dites-le tout simplement, je vous fais un texte, mais faites-en un à vous, parce qu'il faut que ce soit vous qui le fassiez. Je préparais mes humanités à la faculté. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un jour je subisse cette révélation que j'avais tué un tyran. Voilà, vous voyez? Allez, gardez l'intonation, ça va être juste tout de suite. J'étais alors un étudiant paisible. Voilà. Et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Bien. Ah non, vous avez perdu votre intonation que des arts et des sciences. Regardez bien. J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Bien. Et il m'est impossible de dire... Mais impossible. Je vous tourmente pour impossible, mais c'est très important. Il m'est impossible de dire comment cette chose s'est faite en moi. C'est là sans doute ce qu'on ressent lorsqu'on devient amoureux. Et il m'est impossible... Alors reprenez, j'étais un étudiant paisible. J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences.
Et il m'est impossible... Accentuez-le bien. Impossible. Les Et consonnes, il les m'est consonnes. impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on ressent quand on devient amoureux. C'est mieux. Ça vient, ça vient. Je vous tourmente parce que, voyez-vous, Mais pas du tout. vous devez penser que je suis une maniaque, ce qui est vrai d'ailleurs, mais il n'y a de bon travail que dans la manie. Mais non seulement ça, mais est-ce que vous entendez, vous écoutez les émissions? Oui, madame. Oui. Eh bien, vous devez remarquer qu'au micro, tout devient beaucoup plus important qu'en scène. Le micro est le filtre parfait de la justesse et de la bonne diction, car en effet, on n'est distrait par rien. Alors que nous vivons à une époque où tous les metteurs en scène s'acharnent à nous détourner du texte et de l'acteur, avec des éclairages savants, des décors mirobolants, des costumes qu'on n'en a jamais vus, le micro redevient le lieu idéal de l'acteur qui dit juste et qui joue bien. Car là, aucune distraction. Vous parlez dans l'oreille de l'auditeur et tout est remarqué et tout est sensible. Alors moi qui n'ai pas de poste et qui n'écoute jamais la radio, je suis pourtant obligée de dire qu'il n'y a rien au monde de supérieur au micro pour un acteur. Alors j'entends quelquefois ou je vois vaguement chez mes camarades quand nous faisons une émission penser que ceci n'est pas aussi important qu'une représentation. C'est beaucoup plus important qu'une représentation, d'abord par le nombre d'auditeurs que vous touchez et ensuite parce que pour les amateurs vraiment de théâtre, il y a là quelque chose d'idéal, d'irremplaçable. Et en même temps de féroce, n'est-ce pas? On est dévoré. Il faut là vraiment jouer avec une justesse parfaite, et c'est ce qui compte le plus. Or, comme en effet, dans notre art, à mon avis, la première vertu, c'est la justesse, en jouant devant le micro, vous vous y condamnez. Alors, maintenant que je vous ai fait l'éloge de cet instrument que je considérais autrefois comme barbare, nous allons continuer. J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant, je crois rêver. Et moi aussi. Alors, très simple. Et moi aussi. J'étais heureuse alors. Bien. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Même intonation, j'étais heureuse, alors j'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. J'étais heureuse alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône. Bien. Et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Bien. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Non, oh, très important, n'est-ce pas? Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Sortez-le bien, c'est admirable. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. N'est-ce pas? Sans emphase, mais j'étais bon. Marqué, mais sans emphase. N'est-ce pas? Il ne doit y avoir aucune emphase dans le rôle à aucun moment. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Bien. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Bien. Il faut que je l'avoue. Si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Alors, voyez-vous, ça, c'est un tout autre sentiment. C'est un sentiment d'accusation de soi-même, qui revient plusieurs fois dans le rôle. Alors là, vous changez complètement de ton. Et après avoir, vous vous êtes laissé abandonner à cette chose, j'ai voulu être grand, n'est-ce pas, qui est déjà d'ailleurs une accusation. Parce qu'enfin, il semble, n'est-ce pas, il conduit maintenant dans la phrase que nous allons voir à s'accuser d'orgueil, et j'ai voulu être grand, est déjà une sorte d'accusation. Seulement, elle est noble, parce qu'enfin, qu'on veuille être grand, c'est trop naturel. Mais il ajoute, il faut que je l'avoue, si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran, quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. Si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Bien. Que te dirais-je de plus? Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. Ça, alors vraiment, comme presque une raillerie de lui-même. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. Bien. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu?
la scène porte toujours, d'une façon sous-jacente, la condamnation de soi-même. Regret, désespoir, condamnation de soi-même. N'est-ce pas, vous savez, en somme, à quoi il s'est astreint, n'est-ce pas? Cet être vertueux s'est condamné à la débauche. Et il y a toujours cet immense regret de ce qu'il a été forcé d'accomplir pour approcher son acte. Il faut toujours que ce soit sensible dans le rôle. C'est ce que Mme Sarah Bernhardt traduisait d'une façon absolument admirable. Tout le rôle était revêtu d'une mélancolie, d'un désespoir profond, jusqu'au moment, tout à fait à la fin, quand elle disait « Respire, cœur navré de joie ». Vous savez, quand le crime est accompli, c'est en effet le seul moment de dilatation dans le rôle, de dilatation joyeuse, où tout à coup il se retrouve, il a comme le sentiment d'une justification de ce qu'il accomplit par le fait que l'acte est commis. Toujours cette condamnation de soi-même et cette inquiétude et aussi cette profonde misanthropie, puisqu'en somme, le rôle auquel il s'est condamné lui a permis de voir ce qu'était l'humanité. C'est ce que nous allons sentir maintenant dans la scène. Alors, continuez. Je voulais d'abord tuer Clément VII. Non, bien parlé. Je voulais d'abord tuer Clément VII. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII. La façon la plus prosaïque, la plus dure. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. Bien. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Recommencer mon ouvrage avec Alexandre. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Bien. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Et sortez bien par la ruse. Il fallait donc entamer par la ruse. Entre virgules, mettez-le. Il fallait donc entamer par la ruse Bien. un combat singulier avec mon ennemi. Je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron. Bien. Je voulais arriver à l'homme. Je voulais arriver à l'homme. Me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer. Et après cela, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Vous voyez la suite de mépris qu'il y a là-dedans. Je voulais arriver à l'homme. Je voulais arriver à l'homme. Bien. Me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante. La tuer. Bien. Et après cela, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Bien, continuez parce que je vois que nous arrivons à ce passage si important. Quelle tête de fer as-tu, ami? Quelle tête de fer! La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Non, voyez-vous, c'est une voix qui est une voix, comment dirais-je, c'est une voix qui ne porte pas assez de malheur. Votre voix-là, c'est pas une voix malheureuse, n'est-ce pas? C'est une voix claire. La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Enfin, c'est une voix malheureuse. Tout ça est coloré d'une sorte de désolation. La tâche que je m'imposais Bien. était rude avec Alexandre. Bien. Florence était comme aujourd'hui noyée de vin et de sang. Oui, alors, là encore, très très parlé. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami, acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. Condamnation d'Alexandre, mais de lui-même, puisqu'en somme, ces choses abominables qu'il fallait faire, il les a faites. La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Un garçon bouché, très parlé. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Bien. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles. Alors voyez-vous, là, je voudrais que l'ironie que vous allez montrer soit nuancée d'une raillerie épouvantable. Sans ça, nous tombons dans quelque chose de monotone, n'est-ce pas? Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui avec les larmes des familles, il fallait baiser sur ses lèvres tous les restes de ses orgies. Je veux un dégoût épouvantable. Et je veux voir sur votre figure, car votre figure reste sereine. Ce qui me prouve que vous n'êtes pas très troublé. Alors, encore un petit effort. Je vais vous laisser tranquille, bien. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses
tous les restes de ces orgies. Ah ben bon, voyez-vous, le visage a changé et immédiatement l'intonation a été meilleure. Eh bien, c'est très bien, vous avez fait un excellent travail. Je suis très, très contente. Ce que je voudrais, c'est que maintenant, chez vous, vous tâchiez de reprendre ces choses, surtout en faisant jouer votre mémoire auditive et affective, en ne perdant aucun des progrès que vous avez faits pendant que vous étiez sous mon épouvantable férule. Épouvantable. Alors, vous pensez pouvoir y arriver? Je voudrais bien que vous puissiez très très bien caser dans votre mémoire ce morceau de façon à ce que nous reprenions rapidement la prochaine fois et que nous puissions continuer cette scène, puisqu'étant donné que vous avez déjà un certain métier, je peux vous faire travailler sur un plus long espace. Alors ce que je veux que vous vous rappeliez constamment quand vous travaillez le rôle, c'est cette nuance de désespoir, d'amertume qui est répandue sur toute cette scène. Alors qu'au contraire, ce que j'ai demandé dans le monologue, c'était un sentiment de fièvre, d'anxiété. Ce que je vous demande là, c'est un sentiment de désolation et d'accusation de soi-même. Je me suis bien fait comprendre. Oui, bon. Alors, bon travail et à la prochaine fois.